Bienvenue à vous, content de vous retrouver pour ce nouveau funeste fret, alors merci, hein. Oui, figurez-vous, si, parfois c'est au rythme d'un nouvel abonnement au quotidien, hein, donc merci. Et comme pour ce qui est des marques de sympathie, des marques d'intérêt pour des vidéos parfois déjà assez, relativement assez anciennes sur notre chaînette, mais ça ne peut pas ne pas quelque part, oui, ça ne peut pas ne pas me mettre un petit peu mal à l'aise tout de même en regard de tout ce temps, de toute cette énergie investie par des homologues sur cette plateforme dans leur propre production, des homologues que j'apprécie, hein, ici, même s'ils sont dans une toute autre dynamique. Il est vrai, mais ça ne peut pas, comme je vous dis, ceci dit, ça fait toujours infiniment plaisir et ça signifie aussi quoi? Là, tout de suite, eh bien, ça signifie qu'on va continuer et qu'on va s'efforcer en s'efforçant de faire de notre mieux. Tout de suite, notre texte d'ouverture, je vous donne le nom de l'auteur et les références tout de suite après, et les références de tous les bouquins comme d'hab dont il sera question, en partie description de cette vidéo, je mets en partie commentaire aussi volontiers. Ça m'arrive assez souvent des choses que j'ai pu oublier de préciser, hein, que j'ai oublié oui, d'apporter à l'oral dans le cadre de notre numéro. Eh bien, je le mets alors à l'écrit, en commentaire ou en partie description. Un auteur pas facile pour, oui, pour changer, pourquoi pas pour une fois, pour notre texte d'ouverture. Et vous aurez l'occasion d'entendre un autre fragment de cet ouvrage avant la fin de ce funeste. Après les neiges, après les neiges, samedi s'établit. Le taureau tournait sur la mer et les grands saumons descendaient vers les herbages de sel neuf. C'était le soir. Même les cornes de l'arsenal à 5 heures ne déterraient plus l'or. Une femme devant la caverne saigna sur le sable, ce présage de proie, ce commerce d'oracles noirs près des pierres. Quand ils connaîtraient le silence les connaîtrait-il, comme des cadavres de grives dans les vignes, ou l'oursin du soleil ouvert est lui-même dans la vase sèche, comme une rivière sous la mort, un pré de menthe pour l'enfance. L'absence attend, mais qui habite où il n'y a rien? Et qui a pouvoir de parler où il n'y a pas de parole? Un des tout grands poètes contemporains dans notre langue, monsieur Jean-Claude Renard, dans son livre, dans son recueil, la Braise et la rivière. Jean-Claude Renard dans les années 60 du siècle dernier. La Braise et la rivière, oh ben, vous pouvez aisément voir ça comme le flot permanent, hein, l'invention, oui, l'invention, pour utiliser les termes exacts de notre auteur, de notre poète, pour parler comme Jean-Claude Renard, cette rivière à voir comme l'invention permanente du monde et la braise. La braise, c'est pour le poète au sens large ici, ce défi, cette invention à lui de se réinventer, hein, au jour le jour, de se réinventer, œuvre après œuvre, film après film, qui sait? Image après image, de se réinventer toujours avec les mêmes mots, la braise, oui, histoire aussi de vous consumer, bien sûr, de ce qui vous nourrit, Pas besoin de vous faire davantage un dessin. On revient avant la fin à La Braise et la rivière de Monsieur Renard. Et non, ce n'est pas un numéro hommage au grand acteur français qui vient de nous quitter, hein. Ce n'est pas notre spécialité. Nous n'avons pas vocation pour ça. Ici, on se contente de faire comme je voulais. Oui, du funeste fret, et on va faire du funeste fret comme je vous l'ai expliqué et comme on a l'habitude de le faire. Alors, j'ai trouvé ceci.
sous la plume ici, sous la plume, de Paul Morand. Vous n'êtes probablement pas sans ignorer, l'ayant lu déjà ou pas, Paul Morand, qu'il avait séjourné après 1945, il séjourne en Suisse, et c'est l'une des raisons qui explique, qu'il leur est arrivé. Il leur était, à vrai dire, ils étaient pas très éloignés l'un de l'autre, notre acteur et monsieur Paul Morand, qui écrivait ceci, que j'ai déjà, vous l'avez peut-être vu, que j'ai déjà reproduit ailleurs, dans son journal. Dans les derniers volumes de son journal, dans ce qui couvrant la période allant la dernière période de 1960 à 1976, il a intitulé ça, Journal inutile, et il écrit en date du 8 mars 1973, il écrit ceci: «L'agitation est sa vie et sa grâce. L'agitation est sa vie et sa grâce. Il faudrait que mon héros dansât sa vie, qu'il fût gracieux.» Et tout de suite après, entre parenthèses, Alain Delon, Paul Morand, Journal inutile, 8 avril 1973. Et en explorant, les 2 volumes de ce journal inutile de Paul Morand, je suis également tombé sur, quelques informations qui, pourraient vous intéresser. Cinéphile, cinéphage ou tout simplement amateur de cinéma, admirateur ou pas, de l'acteur défunt, j'ai appris par Paul Morand, d'abord c'est lui qui avait donné l'ordre bien sûr, Delon ayant joué le 1er rôle, celui de l'homme pressé, adapté d'un des romans les plus fameux, les plus célèbres, de notre auteur, hein, et c'est Morand qui avait lui-même donné l'ordre, d'engager Delon, hein. Il ne voulait pas voir d'autres acteurs, vous l'avez saisi, déjà que lui pour incarner son personnage, et on apprend pareillement que Delon de son côté, il avait pour sa part, il avait posé, comme exigence de ne pas être dirigé comme cela avait peut-être été dans un premier temps initialement, prévu, si ça se trouve. Il Ce qui est sûr, c'est qu'il ne souhaitait pas pour ce film en aucun cas être dirigé par Chabrol, avec qui, dit-on, il ne s'entendait absolument pas, hein. Et j'ai encore appris, Morand nous rapporte encore qu'il y avait quelque chose qui faisait aussi, tiquer notre acteur, c'était il ne voulait pas, au départ, il ne voulait pas à l'écran mourir d'infarctus à l'écran, d'autre chose peut-être en modifiant légèrement, pour le scénario. Le roman, qui sait, si ça se trouve, à mon avis, oui, en souhaitant plutôt aller dans ce sens-là, il ne voulait pas qu'on le vît mourir d'infarctus à l'écran, car il s'estimait, je rapporte ces termes que nous confie Paul Morand dans son journal, Delon s'estimait en effet de 2 ans trop jeune pour ça. Alors, en 1977, c'est facile à retenir pour moi, car je me disais souvent que mon cher père et Alain Delon étaient nés la même année. Alors mon père, qui n'était pas extra fan, si j'ai bonne mémoire de l'acteur, mais bon, estimait que malgré tout, on pouvait considérer dans l'ensemble que 1935, c'était une bonne année. Alors l'âge de Delon, au moment d'incarner à l'écran le héros de Paul Morand, au moment d'incarner l'homme pressé, ça devait nous faire assurément un petit 42. Donc à 42 ans, on ne pourrait pas mourir d'infarctus. Je ne suis pas toubib, pour reprendre le titre, sans le faire exprès, d'un autre film, peut-être un peu moins réussi, même s'il était assez saisissant et original, hein, à l'époque où il est sorti. C'est la première fois, qu'on voyait un film, évoluant dans ce contexte, en ce qui concerne le film tiré du livre de Jean Frostier,
Harmonie ou les horreurs de la guerre. Bon, voilà, je ne suis pas tout bip, donc en ce qui concerne cette histoire d'un phare, je ne peux absolument rien infirmer et rien confirmer de ce qu'avait avancé Delon. Mais j'ai encore, ça c'est, je suis allé voir dans le tome 1. Alors oui, celui qui va de 68 à 72. Et je vous lis intégralement ce que je ne sais pas si c'est la première fois qu'ils ont dîné ensemble, voilà. Morand nous dit en décembre, début décembre 1970, dîner hier soir chez Alain, pardon, dîner hier soir chez Alain et Nathalie Delon. Alors il précise qu'il y avait là les nourriciers, un autre écrivain encore, Monsieur Nourricier, son épouse, et les nourriciers, les Pascal Jardin, auteur d'innombrables scénarios pour le cinéma, dont pas mal de films doloniens, hein, on va parler comme ça. Oui, il nous dit qu'il y avait là à table les Pascal Jardin, les Lazareff, hein, pionniers du monde de l'audiovisuel, les Lazareff et Mireille d'Arc. Alors, Morand précise aussi qu'il a vu un film, probablement pas avec Delon, mais un film, et j'ai mené des investigations. Je n'y suis pas arrivé car ça s'appelle Deadly, oui, du style mortellement. Adverbialement traduit en français, deadly, il y a beaucoup trop de films, de productions qui sont sortis depuis 55 ans avec ce titre ou avec ce mot dedans. Je n'y suis pas arrivé, mais si vous êtes en mesure, vous, hein, n'ayez pas peur de me le dire, je serais ravi si vous êtes en mesure, contrairement à moi, d'identifier cette production filmique de ce Deadly, que venait de voir Paul Morand. Et il nous dit de ce film que il avait trouvé ça discret, pudiquement impudique, l'histoire d'un homme qui juxtapose deux femmes. Et il ajoute encore P en citant, désirant ne citer la personne que par son initiale, P, mais ça renvoie peut-être à l'une des personnes citées plus haut. Il nous dit que P voulait écrire l'histoire de sa femme entre deux hommes, mais n'a pu ou osé le faire. Et Morand, ce soir-là, écrivait encore, avant de refermer son carnet, ce petit monde des films. Oui, je ne sais pas si vous avez l'habitude avec lui, c'est du Morand, hein. Il dit, ce petit monde des films, partous et cylindres. Et le jour suivant, il revient sur Delon. Il dit Delon très beau avec ses nouveaux longs cheveux noirs qui donnent encore plus d'éclat à ses yeux bleus. Il nous parle de son arsenal. Il a été visité, il faut croire, son arsenal de carabines et de fusils. Et là, c'est curieux, entre parenthèses, il a cette réflexion. Pourvu qu'il n'imite pas Hemingway. Incroyable, hein, pourvu qu'il n'imite pas Hemingway. Vous savez ce qui est arrivé à Hemingway. Sinon, bon, allez voir, au besoin. Il court si bien. Donc là, il revient à Delon pour nous dire il court si bien, monte bien accru son grand demi-sang, les mains trop hautes. Ceci dit, estime, voilà, un petit, s'il peut se permettre une petite, il n'a pas pu s'empêcher manifestement une petite remarque sur la façon de monter à cheval son demi-sang d'Alain. Bon, oui, il estimait que c'était, j'y connais rien non plus en équitation, vous savez, les mains trop hautes. Pour un homme à cheval, dites-vous, un homme à cheval, ben, la transition, là, c'est gagné, hein, oui. C'est franchement gagné parmi les petites choses qu'il m'a été donné d'apprendre ces derniers jours au sujet de l'univers de l'acteur. Je l'ignorais complètement. Vous savez, parmi mes auteurs de prédilection, il y a
Pierre Drieux-La Rochelle et je le dis tout de suite pour ne pas avoir à y revenir malgré, certaines infos, certaines appréciations que je peux être, dans le champ littéraire et même en général que je peux être amené à exprimer de façon très générale dans ce numéro. Je vous prierai de n'y voir aucun arrière-fond idéologique, politique, certainement pas, mais voilà, parmi mes auteurs de prédilection en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste, il y a assurément Pierre Drieux-La Rochelle, l'auteur de ce livre que Pierre considérait, il disait que c'était son joyau. Oui, écrit ce livre qu'il avait publié, c'était au printemps, c'était en avril 1943, soit, si on fait le compte ici, pas même 2 ans, oui, pas même 2 ans au complet, avant son grand bond, son grand départ à lui, à Drieux-La Rochelle. On parlait d'Hemingway il y a quelques instants, hein, sa façon à lui d'avoir tendu la main même ils auraient pas été d'accord sur tout à l'adresse, d'Hemingway. Il est vrai, même pas oui, Son homme à cheval, il était sorti même pas 2 ans avant le décès de Pierre Drieux-La Rochelle. Ce livre, il n'en était pas peu fier, hein. Il faut aller voir pour ça dans son journal. On en dispose aujourd'hui de son journal des dernières années à lui aussi, à Drieux. Il n'en était pas peu fier de ce petit roman, oh, qui peut se lire assez pas en 1 heure ou 2, hein, même s'il n'est pas très très épais, car c'est très concentré tout de même, surtout si vous j'essaie de le retrouver, ce sera encore mieux. Autour de moi, si vous n'avez pas l'habitude avec le style et l'écriture de Drieux, ne vous ou alors vous allez gâcher l'essentiel, hein. Vous allez bâcler votre lecture si, vous souhaitez procéder trop vite ou en diagonale, je ne sais, je vous le déconseille. Donc oui, un livre franchement corsé, même s'il n'est pas très épais, c'est Thomas Cheval, dont il n'était pas peu fier, qu'il voyait comme le joyau de ce qui allait s'avérer sa période ultime, ce roman qui lui avait sans doute permis, nous allons dire, à sa façon, de s'échapper, qui sait, on risque, allez, de s'échapper, de s'évader à son quotidien d'alors, quotidien qui valait ce qu'il valait, partagé entre le poste qu'il occupait à la Nouvelle Revue Française et les fois où il allait poser son cul, il est vrai, comme il le disait, une fois tous les 15 jours chez Doriot, hein, c'est clair. Oui, on pourrait présumer que cet homme à cheval aura été pour lui son dernier grand moment d'évasion. Après, il fera encore, c'est vrai qu'il fera encore son livre inspiré sur Van Gogh, hein, sur la vie de Van Gogh, les mémoires de Dierck, mais ce ne sera tout de même pas aussi fort, aussi bon dans l'ensemble, hein, et il ne s'y investira pas plus de la même manière. Et je pense que non, c'est clair qu'il ne fera plus jamais aussi bon. Et avait-il déjà fait aussi bien, hein, à tout peser par le passé? Ce n'est pas sûr. S'il y a un livre, tout ça pour vous dire que s'il y a un Drieux à lire, c'est bien entendu L'Homme à cheval. Et ce que j'ai appris ces derniers jours, c'est qu'il a été question, à un moment donné, d'une adaptation au cinéma de ce roman de 43, avec Alain Delon et avec comme cinéaste Sam Peckinpah. Je pense que c'eût été tout à fait indiqué, mais je ne m'estime pas assez bon et assez qualifié dans ce champ-là. Je préfère laisser ça aux véritables amoureux du cinéma et qui ont à la fois les mots et la passion pour tout vous expliquer sur le champ technique et pas seulement, et qui seraient beaucoup mieux en mesure de vous expliquer en quoi, par sa façon de faire, le réalisateur trop tôt parti dans les années 80. Samuel Sam Peckinpah eût été le plus indiqué pour transposer ce grand roman d'aventure et roman d'action et surtout ce grand roman tout court de Drieux. Je préférerais laisser ça à des personnes plus qualifiées en matière de septième art, vous l'avez saisi, mais j'ai le net sentiment que personne n'eût été, vous l'avez compris là aussi, j'espère, hum,
n'eût été plus indiqué que le grand Sam. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est un projet qui on en aurait déjà parlé, on aurait déjà lancé ça à partir de 1900, de la décennie 1960, à partir de 1964. Peckinpah s'apprêtait alors à tourner ce qui allait être Major Dundee, ce qui allait être son troisième film, et on avait rédigé un scénario, avait été entièrement rédigé. Delon était indiqué pour le rôle de Jem, de l'homme à cheval, de ce lieutenant de cavalerie, d'une Bolivie toute même assez fantasmée et réinventée par Drieux dans la seconde moitié du 19e siècle. Mais ce projet de film, finalement, n'aboutira jamais et c'est bien dommage. Je vais vous lire un fragment de L'homme à cheval, un premier fragment, car vous allez en entendre deux. Alors là, tout d'abord, on va dans l'édition de la LGF, en page 77. C'est lorsque notre lieutenant, vous savez l'histoire de L'homme à cheval, je ne vais pas spoiler, hein, d'autant que ce n'est pas excessivement long comme lecture, hein, à débroussailler. Je ne vais certainement pas. Je vais m'autoriser un certain nombre de termes anglo-saxons dans ce numéro, mais à partir du moment où Drieux était l'anglophone, à défaut d'être toujours l'anglophile, qu'on sait, il a traduit notamment Lawrence, pour ne citer que lui, dans sa langue, Pierre Drieux-La Rochelle. Je ne vois pas d'inconvénient d'être amené, oui, je vous laisse juger pour la suite, d'être amené à utiliser un certain nombre de termes anglo-saxons. Alors, permettez, page 77. Lorsqu'il a pris le pouvoir, oui, à un moment donné, c'est que notre lieutenant et son pote qui est guitariste, vous savez, son pote qui est plutôt poète, qui est l'homme instruit, l'homme un peu plus savant, l'homme qui est là pour l'instruire, pour l'informer, pour lui faire l'école au besoin d'une certaine manière, pour le conseiller. Eh bien, lorsqu'il a pris le pouvoir, voici comment notre guitariste, son grand copain dans le roman, il nous en parle. Oui, parce qu'il y a un moment où il dit carrément qu'il est au travers d'une histoire de dame, il est sur le point de, pour ainsi dire, d'oublier son camarade à cheval. Le fait était, écrit-il, que depuis la mort de Don Benito, hein, Don Benito, ils l'ont pour prendre sa place. Le fait était que depuis la mort de Don Benito, nous nous étions écartés l'un de l'autre. Quand il avait pris le pouvoir, sans grande difficulté, il m'avait fait venir et m'avait dit son embarras. Tu ne veux pas être ministre, tu n'accepteras pas d'argent, hein. Voudras-tu seulement une prébende? Lui pensait comme moi qu'il fallait qu'au moins un de ses fidèles ne fût souillé par aucune récompense, et celui-là ne pouvait être que moi. Il y avait là une nécessité profonde, car le sang de Don Benito était sur mes mains encore plus que sur les siennes, hein. Cependant, au bout de quelques mois, arrivèrent d'Espagne 2 ou 3 magnifiques guitares qu'un envoyé spécial avait acheté à la famille d'un artiste andalou mort récemment, qui était autrefois passé par l'Amérique et que j'avais vanté à Jem. Ce que Jem faisait au pouvoir ne m'intéressait guère. Pourtant, sa personne ne pouvait jamais être oubliée par moi plus de quelques semaines. Mais il ne se passait pas de mois que je n'arrivasse à son palais vers la minuit. C'étaient les soirs où, par une convenance secrète, il était libre. Alors, pendant 2 heures, il m'écoutait, moi et ma guitare. Je préludais par quelques notes, et je me mettais à parler de ce qui semblait fort loin de la politique. Il avait horreur des livres, parce qu'il les croyait morts. Morts comme ceux qui s'y tiennent, et du reste, il était trop tard pour qu'il lût cette suffisance d'ouvrage qui fait que les bons esprits sont enfin délivrés et ne touchent plus la chose écrite que comme promeneur méditatif, il remue du bout de la canne un caillou sur leur chemin.
Je lui racontais l'histoire du monde, composé pour lui sans effort, mon esprit entré de toute éternité dans le sien et n'avait qu'à se montrer avec grâce et légèreté pour y trouver son lieu de fécondation. Je lui disais une chose, et je me doutais que lui, qui ne me manifestait jamais aucun plaisir, ni même beaucoup de confiance, en ferait quelques jours autre chose. Et souvent, dans ce pressentiment, ma guitare marquait des accents qui détonnaient avec mes propos. Drieux-La Rochelle, l'homme à cheval, oui, aurait pu devenir un film sous la baguette de Sam Peckinpah, et j'y reviens dans 2 secondes. Notez ce passage sans vouloir établir de parallèles trop faciles. Je me demande si on ne peut tout de même pas capter dans ce que, oui, dans ce que je viens de vous lire, comme un écho à l'adresse, on va dire, d'une personne de ma génération, ou alors à partir dont je vous parlais, je crois, de mon paternel qui était de la même année de 35, de la même année que Delon. Euh, oui, dans le chef de votre serviteur, ou de ma génération, ou des personnes de la génération à partir de la fin des années 1950, voilà, qui aurait pu, le cas échéant, en tout cas, perso, c'est mon cas, se faire à l'idée qu'il y a eu dans la qui oui, qu'il y aurait eu, dans la carrière de l'acteur un avant et un après. Perso, je le dis, en gros, un avant et un après, surtout avant et après 1990. Mais il aurait eu tout le temps de l'intégrer, notre imaginaire, notre mythologie personnelle. Il était là, et alors, de fait, peu importe, comme notre guitariste avec son camarade arrivé sur le trône, peu importe ce que la star, dès lors, elle aurait pu bien nous dire, nous sortir, nous balancer, peu importe, du haut de son trône. Notre imaginaire, le taf était fait par rapport à ça, pour ce qui était d'avoir sa place dans notre petite mythologie personnelle par rapport à ce qu'il avait pu nous apporter, hein, nous transmettre dans notre jeunesse. Je pense qu'on peut le voir comme ça, en effet, mais avec quelque part l'assurance que viendrait bien un moment où, ne fût-ce qu'au regard du devenir du monde, de ce que le monde a pu devenir, oui, l'assurance que viendrait un moment où certaines choses, certaines pourraient nous parvenir, nous pourrions, ça pourrait parvenir d'une autre manière, nous pourrions le capter, ça pourrait parvenir à nos oreilles d'une autre manière par rapport à ce que le monde, à la tournure du monde, à ce qu'il aurait pu, ce petit monde, devenir, hein, et oui, se prendre à réceptionner dès lors ce qu'il avait à nous dire à partir d'une époque, d'une façon tout à fait inattendue. Je pense que vous avez saisi. Alors, j'ai dit, vous avez bien compris le regret que je peux nourrir de n'avoir jamais vu. C'est clair que j'aurais de loin, bon, aucune comparaison, il va sans dire, mais puisque ça se passe dans le cadre de l'Amérique latine, j'aurais préféré ça de loin aux oraux de 75. Ceci dit, divertissant, mais de loin, j'aurais préféré voir un homme à cheval avec Alain dans le rôle titre, hein. Et on va retourner encore un petit peu dans le texte, hein, là, beaucoup plus loin. C'est au moment où notre homme à cheval, notre présidente, en somme, a réussi à déjouer ce complot contre lui. Et c'est le fameux passage avec ce monologue du héros, le monologue de l'homme à cheval, à l'adresse de celles et ceux qu'il vient de confondre, traître compris. Et ça permettra de comprendre, le cas échéant, comment on a pu voir dans cet homme à cheval de Derieux la jonction chez lui entre ce qu'on a vu comme le penseur politique, et le penseur politique est bien entendu l'artiste. Alors voici, je souffle une seconde et je vous laisse savourer.
Peu de temps après mon arrivée au pouvoir, Florida et Belmez ont commencé de comploter contre moi. D'abord séparément, Florida a toujours été l'homme de liaison entre l'Église et les grands. Lui, qui leur avait d'abord donné des apaisements à mon sujet, a encouragé presque aussitôt leur méfiance. Mais ma politique était prudente. Je ne permettais aucun excès, aucune exaction à mes partisans du populaire. Les mesures que je prenais en faveur du populaire n'entamaient pas les privilèges des grands. Pour que la méfiance des grands s'attachât à un objet et devint rancune et haine, le père Florida a dû chercher une occasion. C'est ici qu'est entrée en scène Donia Camilla. Jem posa sur elle un regard sans acuité, un regard de possession qui nous déconcerta tous quelque peu, elle y comprise. Il y avait une grande et noble idée dans ce rapprochement d'une Espagnole et de moi. Le métis, car je suis un métis et à partir de moi, vous n'auriez plus jamais comme chef en Bolivie que des métis, ce qui est une façon de dire que le sang indien finira par triompher. Il avait dit cela brusquement avec une violence sauvage qui nous surprit complètement. Jamais il ne m'avait dit un mot sur cette question, et le plus souvent je n'y pensais guère. Les yeux de Camilla se dilatèrent, les grands cercles blancs s'étendaient autour des prunelles noires où se resserrait la vision d'un homme convoité et perdu. Le regret et la rancune marquaient décidément l'impuissance de la femme de l'aristocratie usée à suivre et à rejoindre le génie issu du peuple. Belmez était dérouté et bouleversé. Le père Florida entrait avec un long frémissement en possession d'une évidence longtemps caressée, à distance. Moi, je l'ai dit, j'étais surpris. Une fois de plus, je m'épouvantais d'être surpris. Je ne suis pas cavalier, moi, Jem. Je ne peux pas suivre ton galop. Et encore ceci, il y avait une belle et forte idée dans ce rapprochement de l'homme et de la femme, des deux parties de la nation, mais le père Florida veillait, et ce n'est jamais en vain qu'une femme est une femme du monde, comme vous dites dans votre singerie de Paris. Qu'est-ce qu'une femme du monde? C'est la fille d'une aristocratie battue, décapitée. En cette année 1868, cela est plus vrai que jamais. En 1868, cela est vrai depuis 1792. Les aristocrates de par le monde sont des décapités qui marchent par habitude. Voilà ce que sont vos grands, Florida. Voilà sur quoi s'appuie l'Église. Voilà ce qu'appuie l'Église. Mais peut-être que le pape et les cardinaux sont eux-mêmes des décapités. Cela se saura un jour, dans 2 ou 3 siècles. Alors, j'ai mené des... Oui, j'ai été amené à mener pas mal d'investigations suite à ce que j'ai découvert autour de l'onde de l'homme à cheval. Si on a parlé de l'adapter aux USA dès les années 60, il a fallu attendre 78 pour avoir une traduction. Oui, la traduction anglaise, elle a été produite par un monsieur de l'univers dont on apprend qu'il était de l'université de Stamford, un monsieur originaire de l'Alabama, Thomas Hines. C'est lui qui a fait la traduction en 1978 seulement, et j'ai découvert, je fais tout ce que je peux car je pense que ça ne doit pas courir les rues, comprenez, courir les bouquineries pour arriver à mettre la main sur cet essai de 68, et la même année, ce monsieur de l'Alabama, la même année où il a traduit le livre de Drieux, il lui a consacré un essai sur le thème du rêve et de l'action et du rôle du Seigneur dans la littérature américaine et européenne. Et ça aurait été traduit dans notre langue. C'est clair que j'imagine que vous seriez ravis de pouvoir mettre la main dessus si vous, oui, dans l'hypothèse où vous seriez amateur, et moi pareil, hein, je ne peux pas vous le cacher. Alors,
Oui, ce monsieur américain, traducteur, c'est la raison pour laquelle je vais utiliser pas mal de termes anglo-saxons, c'est parce que j'ai lu ses explications dans sa langue tout à l'heure, alors c'est encore très frais dans ma tête, permettez. Il n'était pas, il est vrai, le 1er à le constater, hein, je l'ai déjà dit, cette jonction qu'il y a dans L'homme à cheval entre le penseur politique et l'artiste, chez Drieux, il insistait en tout cas sur, heu ce tour de force, ce tour de force pour ce qui était d'aller au-delà de ce qu'il voyait comme le mainstream de l'écriture romanesque de Drieux, oui. Ce mainstream en utilisant ce terme américain, comment disent-ils pour désigner cette façon? Ça pourrait désigner la façon de se refermer, de se replier sur soi, d'être en tout cas assez auto-centré, oui. Ce ce terme qui, c'est avec oui, oui, je tiens absolument à vous le rapporter, hein, histoire de saluer aussi le grand amateur de littérature anglo-saxonne qui était Drieux. Il parlait de oui, j'ai noté ça, je sais plus où je l'ai noté. De inner pardonnez-moi, oui, c'est inner Focused, cette façon dont il est allé, il a effectué une espèce de outstanding, là je pense que tout le monde aura compris, pas besoin de traduction, oui, ce outstanding par rapport au mainstream de chez lui dans son écriture romanesque de cet inner focus, de cette façon, oui, il se repliait, tout de même assez bien sur lui, hein, Drieux, et il se fatiguait assez vite de l'écriture de ses romans, raison pour laquelle on a coutume de dire que, ce n'était jamais à proprement parler, mauvais, mais ce n'était jamais à proprement parler, génial non plus. Ici, avec L'homme à cheval, on peut pas dire ça, et notre Américain, dans son essai, avait creusé, là-dessus. Je mets les références de cet essai sur Drieux en référence de cette vidéo. La dernière chose que je voulais faire observer par rapport, pas d'arrière-fond politique bien sûr, je vous ai dit que j'aurais préféré voir un Delon dans un homme à cheval que dans un Zorro, histoire d'aller se balader du côté de l'Amérique latine, hein, de ce côté-là. Et notez que si vous vous êtes intéressé comme moi à un moment, ne serait-ce qu'à un moment à l'histoire de la littérature française de l'avant-guerre, pendant et encore après, où il y a une certaine destinée, de la littérature française d'avant, après, 1945, on pourrait quelque part, on pourrait s'autoriser à émettre simplement la remarque que, si Delon, somme toute, hein, en regard de certaines choses dont j'ai pu saisir qu'elles lui étaient toujours, reprochées sur le plan de ses convictions, de son côté réac. Bon, c'est clair que s'il n'aura pas fait l'adaptation au cinéma de ce qui a été vu, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Paul Ceran sur le romantisme fasciste, hein, et pour moi, c'est pas du tout oxymorique, c'est pas de terme oxymorique du tout. Je suis désolé, je suis navré, hein, peut-être, mais romantisme et fasciste et ce qu'on a vu, cet homme à cheval qui a été perçu par Paul Ceran notamment, entre autres comme, le grand livre de ce romantisme fasciste, s'il en fut un, en littérature, si jamais il en fut un, eh bien, Delon, il aura peut-être pas fait ça, mais à côté de ça, il aura fait Monsieur Klein, hein. Sans, voilà, simple remarque en passant. Je vous remercie, de m'avoir suivi. Je vais vous lire un autre fragment, si ça vous dit, de poésie de Jean-Claude Renard, à savoir le texte d'ouverture de La Braise et la rivière. Et ce texte d'ouverture, il s'agit d'une incantation. Jean-Claude Renard, connu entre autres, mais
entre autres comme un grand poète d'inspiration chrétienne catholique. Je ne pense pas que ça aurait gêné, sans flagornerie outre mesure, ça aurait particulièrement gêné notre grand acteur défunt. Je vais vous lire l'incantation du sang, d'ouverture de ce recueil et après j'aurai encore un petit mot de clôture, si vous avez la patience. Merci à vous. Incantation du sang. À peine au bord du puits, ce jeune feu de cèpe allumé sur la neige devant la mer, quel sang beau comme un abricot. Parle-t-il de sa soif, d'un mystère, d'un sacre, d'une métamorphose qui n'arme le désir qu'en l'habitant déjà? Lorsque la mort l'éveille de ce qu'il doit sans trêve pour sortir de soi-même et entrer en soi-même, en s'inventant sans cesse, accueillir et fonder comme une ville neuve, une commune langue, le seul espoir capable de demeurer vivant, puis de combler de sens partout sous la falaise les labyrinthes vides. Et dans ce vœu d'atteindre la plénitude d'être, dans ce pur mouvement de sève et de rivière, où peut-être mûrit une fête essentielle, lui donnerait le pouvoir, s'ils sont plus que ses fables, d'accomplir avec eux la création du monde. Oui, notre mot de clôture, si vous permettez, je vais revenir encore quelques instants ici à Paul Morand dans le même volume de journal dont nous parlions. Au début de notre numéro, Paul Morand avait cette remarque ici au sujet de ce qui fait le beau. Il écrivait, Morand écrivait encore, le beau, c'est le vrai bien mis. Qu'est-ce qui, dans ce qu'il nous aura laissé, notre acteur, de bon et dans l'ensemble, en général, dans ce qu'il nous aura laissé, transmis, comme nous disions, hein, le beau, c'est le vrai bien mis dans ce qu'il nous aura laissé. Qu'est-ce qui aura le mieux, à votre avis? Qu'est-ce qui aura le mieux illustré cette citation, cette définition du beau de monsieur Paul Morand? Voici peut-être, mine de rien, qui sait, de quoi, travailler. Oui, comme un outil, de quoi travailler sur le long terme. Merci à vous et merci à lui.